Alors, le dernier texte que nous vous présentons fait partie des combats constants de Georges Clemenceau, à l'instar de son modèle Victor Hugo, contre la peine de mort. Alors, Clemenceau est contre la peine capitale. C'est une question de principe, quelle que soit l'atrocité du crime puni. Voilà, une société civilisée n'a pas à condamner à mort. Le texte qui va suivre intervient dans un contexte assez dramatique pour justement discuter de la peine de mort. C'est la vague d'attentats anarchistes qui frappe la France et l'Europe dans ces années-là et qui va durer encore quelques années. Donc, trois attentats sont évoqués dans la mêlée sociale par Clemenceau, donc je vous donne les dates. Il y a celui du 11 novembre 1893 au théâtre de l'Icheu à Barcelone. En France, l'attentat du 9 décembre 1893, c'est l'attentat d'Auguste Vaillant lorsqu'il jette une bombe dans la Chambre des députés, qui fera des blessés. Et enfin, c'est de ce texte-là, c'est de cet attentat-là qu'il est question, l'attentat d'Émile Henry le 12 février 1894 au café Terminus. Cet attentat a été commis par Henri, donc il fera des victimes civiles, pour venger l'exécution de Vaillant. Voilà. Donc c'est un contexte très tendu, puisque l'anarchie pose quand même de graves problèmes à la société, et qu'il est difficile, même pour les humanistes, de combattre la doctrine anarchiste. Cette doctrine anarchiste, que les anarchistes eux-mêmes appellent la propagande par le fait, consiste, plutôt que de prêcher la bonne parole, à passer à l'action, c'est-à-dire dans un premier temps à assassiner ou jeter des bombes contre les gens dont on suppose un petit peu qu'ils sont complices de l'oppression que subit la société, voire le peuple. Et puis ensuite, on va un petit peu plus loin et on jette des bombes contre des innocents, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien fait, mais qui ont simplement le tort de ne pas s'élever contre la société dans laquelle ils vivent. Donc ça agite beaucoup de monde. L'anarchie est assez répandue dans le milieu intellectuel parisien que fréquente Clemenceau. Alors, du côté des peintres, on peut citer ceux qu'il connaît. Il y a Camille Pissarro. Camille Pissarro est un sympathisant anarchiste. Beaucoup de littérateurs, Octave Mirbeau est un anarchiste. Aucun ne défend la propagande par le fait, hein, par contre, mais ils sont anarchistes. Donc Clemenceau est bien au fait de la question. Et en même temps, le gouvernement est en train de durcir terriblement sa position, puisqu'il profite de l'anarchie. C'est souvent la tentation des gouvernements pour édicter des lois, ce qu'on appelle les lois scélérates, donc qui vont museler toute opposition, qui vont museler la liberté de presse et qui donc suppriment tout débat démocratique. Donc Clemenceau ne veut pas de cela non plus et arrive le moment de l'exécution d'Henri. Donc c'est à ce texte que vous allez entendre et là c'est un texte différent de tous ceux qui sont dans la mêlée sociale. Les phrases sont très brèves, enfin vous allez l'entendre, hein. Et il y a très peu de, comment dire, d'humour ou de mots d'esprit. En tout cas pour Clemenceau, on peut considérer qu'il y en a très peu. Donc c'est un texte assez beau, assez bouleversant. Et celui-là, j'ai essayé de ne pas le couper, enfin, à peine, parce que sinon ça lui enlevait de toute sa force. Voilà, pour les gens qui ont vu l'exposition, pour ceux qui souhaitent la voir plus tard, il est montré en intégralité à l'étage. Donc voilà le dernier texte de Georges Clemenceau pour ce soir. La guillotine. Quelqu'un me dit, il faut que vous voyiez ça pour en pouvoir parler à ceux qui trouvent que c'est bien. Nous traversons le Paris d'après minuit, avec ces groupes de filles blafardes sous le gaz, ces flâneurs attardés en quête d'aventure. Déjà nerveux, je cherche un air étrange dans les choses. Un ciel ardoisé, moutonnant, d'une transparence blême. Un vent sec et dur qui nous glace. Toutes les rues aboutissant à la place de la Roquette sont barrées. La place est occupée militairement. Il y a là 1000 hommes. C'est beaucoup pour en tuer un seul. Des barrières maintiennent le public au débouché de la rue de la Roquette. La place n'est plus qu'une grande cour de prison. Devant la porte de la Roquette, nouvelle barrière pour les personnes munies de cartes. Il y a bien une 60aine de journalistes, dont une femme. Elle cause gaiement avec ses voisins
ou même avec les officiers de paix qui la plaisantent. Des sergents de ville passent, la cigarette ou la pipe à la bouche. Tout le monde fume. On cause à mi-voix. L'attitude est plutôt recueillie. Il fait froid. Nous attendons. Henri dort. Une lueur blanchâtre tombe d'en haut. Bientôt, c'est un peu de lumière. Un roulement cahoté, le pas lourd des chevaux sur le pavé, et je vois apparaître 2 fourgons, semblables à ceux où la maison Potel et Chabot expédie en ville ses cuisiniers et ses victuailles. Des sergents de ville les accompagnent. Le fourgon, qui porte les bois de justice, se range le long du mur de la prison. L'autre, qui va faire le voyage du cimetière d'Ivry, demeure près des 4 dalles où va se dresser la machine. Des hommes, avec des lanternes, vont et viennent, s'empressent autour de la première voiture. Elle s'ouvre et tout aussitôt commence un transport d'objets dont on ne saisit pas bien la forme. Ce sont des boîtes étranges, des pièces de fer ou de bois, des accessoires de toutes sortes qui prennent place sur le trottoir où on les dispose dans un ordre déterminé. Un coup de pied renverse un seau. Une boule ronde s'en échappe, qui roule sur la chaussée. On eût dit une tête, oubliée de la dernière exécution. Il paraît que c'est une éponge. 3 hommes, en redingote avec un chapeau haut de forme, dirigent 3 ouvriers en costume de travail. Les 3 bourgeois sont le bourreau et ses 2 aides. L'un d'eux est son gendre, me dit-on. L'un des valets du bourreau est son fils. On a soupé en famille, et puis l'on est parti bravement pour le travail. Peu à peu, les pièces étalées sur le sol prennent une signification. 2 traverses encadrées en croix reposent sur les dalles. Elles sont dûment calées, et M. Desblair, avec son niveau d'eau, vient s'assurer qu'on fait à sa machine une base bien horizontale. On me fait remarquer qu'on n'enfonce pas un clou, rien que des vis, pas un coup de marteau. C'est beau, le progrès. Les montants se dressent, surmontés d'une traverse où s'accroche une poulie. On monte le couteau qu'on fait glisser dans sa rainure, on installe la bascule qu'on fait jouer. Monsieur Desblair en personne place le baquet pour la tête et l'enveloppe d'une sorte de petit paravent de bois qui arrêtera l'éclaboussure du sang. Le panier pour le corps gît, tout ouvert, à côté de la bascule, près du fourgon à destination d'Ivry. Il fait jour maintenant, ou à peu près. On vient d'éteindre les becs de gaz. La machine attend. Les ouvriers sont montés dans le fourgon pour quitter leur costume de travail. Ils reparaissent, tout de noir vêtus, coiffés de chapeaux hauts de forme. Le soleil est levé. Le bourreau, suivi de ses hommes, franchit le seuil de la prison où un prêtre l'a précédé tout à l'heure. Maintenant, c'est le réveil et l'horrible préparation. Il fait grand jour. La haute maison d'en face a ses balcons noirs de spectateurs. Sur le toit, des groupes d'hommes et de femmes avec des lorgnettes. Les conversations vont leur train. Les journalistes qui sont là ont vu d'autres exécutions. L'un d'eux n'en compte pas moins de 18. Il fait des comparaisons, porte des jugements sur les suppliciés. On discute. Ce faux public de professionnels est, comme la guillotine, sans grandeur. Ces gens sont là par fonction, comme le bourreau, comme le condamné. Je songe au condamné qu'on tenaille moralement de l'autre côté du mur.
L'instant fatal approche. L'anxiété croît. Un silence de mort. Un cheval hennit. Les gendarmes, alignés devant la machine, ont mis sabre au clair. Un mouvement. C'est un jeune homme en paletot clair qui sort de la prison, le cigare aux lèvres, et vient en riant sous les regards de tous, à 3 pas de la guillotine, conter une bonne histoire à un ami qu'elle amuse bien. 2 gendarmes sont livides. Des novices, sans doute. La grande porte s'ouvre, et derrière l'aumônier courant à la bascule, Émile Henry paraît, conduit, poussé par l'équipe du bourreau. Le visage blême m'aveugle. Je suis hors d'état de voir autre chose. L'homme ligoté s'avance rapidement à petits pas saccadés à cause des entraves. Il jette un regard circulaire et dans un rictus horrible, une voix rauque mais forte lance convulsivement ces mots. « Courage, camarades, vive l'anarchie !» Un aide a brusquement enlevé la veste noire jetée sur les épaules. J'aperçois la chemise blanche qui laisse le cou nu, les mains derrière le dos. Le corps sans résistance est poussé sur la bascule qui glisse. Tout ceci violent, précipité, comme dans une apparition. Ici, un temps d'arrêt, bref sans doute, mais pour moi démesuré. Quelque chose n'était pas au gré de M. Desblair. Il se penche, baisse la tête jusqu'au niveau de l'autre, il allonge le bras, semble hésiter. Cela semble inexprimablement long, car Henri, maintenu sur la planche, le cou dans la lunette, attend. Enfin, le bourreau se relève et se décide. Un bruit de craquement prolongé, comme d'os lentement écrasé, broyé. C'est fait. Un mouvement de la bascule fait sauter le corps dégingandé dans le panier. M. Desblair y joint la tête et projette avec elle la sueur sanglante du baquet. Le panier est déjà dans le fourgon qui part au grand trot, suivi de la gendarmerie et de la voiture du bourreau. La machine, maintenant, lui, grâce du sang qui dégoutte. L'horreur de l'ignoble drame m'envahit alors et m'étreint. Je sens en moi l'inexprimable dégoût de cette tuerie administrative, faite sans conviction, par des fonctionnaires corrects. Le crime d'Henri me paraît odieux. Je ne lui cherche pas d'excuses. Seulement, le spectacle de tous ces hommes associés pour le tuer par ordre d'autres fonctionnaires également corrects qui pendant ce temps dorment d'un sommeil pénible me révolte comme une horrible lâcheté. Le forfait d'Henri est d'un sauvage. L'acte de la société m'apparaît comme une basse vengeance. Que des barbares aient des mœurs barbares, c'est affreux, mais cela s'explique. Mais que des civilisés irréprochables, qui ont reçu la plus haute culture, ne se contentent pas de mettre le criminel hors d'état de nuire et qu'ils s'acharnent vertueusement à couper un homme en deux, voilà ce qu'on ne peut expliquer que par une régression atavique vers la barbarie primitive. Voilà ce que je rapporte de la place de la Roquette. J'ai raconté ce que j'ai vu, sans rien dramatiser. Que les partisans de la peine de mort aillent, s'ils l'osent, renifler le sang de la Roquette. Nous causerons après.